bienvenue sur Nuance et Science, le podcast qui explore les mystères de la science et les dernières avancées médicales pour alimenter ta passion et enrichir tes connaissances. Je suis Gauthier, étudiant en médecine, et ton hôte pour cet épisode. T'es-tu déjà demandé pourquoi il est si difficile de résister à la tentation de grignoter constamment ? Tout d'abord, notre héritage de chasseurs-cueilleurs, forgé dans un environnement où la nourriture se faisait rare, influence encore profondément nos comportements alimentaires. Ajoute à cela les stratégies marketing alléchantes, comme ces affiches de fast-food mettant en scène des burgers irrésistibles, et pour finir, l'anxiété croissante de notre époque qui nous pousse à chercher réconfort dans la nourriture. Tout cela forme un cocktail de facteurs qui nous incite à une alimentation perpétuelle. Dans ce contexte, offrir une pause à notre organisme pourrait être la clé d'une meilleure santé. Aujourd'hui, je t'invite dans le monde fascinant du jeûne avec le docteur Jacques Rouillet, médecin généraliste et pionnier. Il a cofondé l'Académie médicale du jeûne, la première association de médecins qui souhaite démystifier et populariser cette approche en France. Au fil de notre conversation, tu découvriras les particularités de cette pratique qui suscite tant de débats. Nous explorerons ensemble ses principes fondamentaux, ses bienfaits potentiels pour ton organisme, et nous nous pencherons même sur les défis qui freinent encore son adoption en France. Je suis ravi d'accueillir pour la première fois le docteur Jacques Rouillet. Tout d'abord, merci beaucoup d'accepter cet entretien. Je pense qu'on va commencer juste à la base. Comment tu définirais le jeûne ? Alors, le jeûne, c'est une abstention de nourriture ou de boisson, ou les deux, qui est volontaire. Et en ce sens, ça se différencie fondamentalement des disettes, des famines et autres choses désagréables qui viennent immédiatement à l'esprit quand on parle de jeûne. Donc, quand on choisit de ne pas manger ou de ne pas boire ou les deux, eh bien, c'est une décision individuelle qui va être basée sur le fait qu'on en attend un bienfait. Ou que pour des raisons autres, qui peuvent être religieuses, on trouve que c'est bien de ne pas manger. Puis il y a une circonstance qu'on a tous connue et qui se fait extrêmement naturellement, c'est quand on est au fond de son lit avec une bonne grippe et 42 fièvres, curieusement, à ce moment-là, on n'a pas du tout envie de manger. Et il faut, comment dirais-je, vraiment se forcer pour avaler quelque chose, ce qui est une grave erreur d'ailleurs, puisque ça fait des siècles maintenant qu'on sait que lorsqu'on est malade, ne pas manger contribue à restaurer la santé. D'accord. Dans l'esprit commun, on aurait tendance à penser qu'on ait besoin d'énergie pendant cette période-là de maladie. Oui, bien sûr, c'est une doxa qui a été, entretenue, qui est finalement assez récente. Dans les recherches qui ont été conduites au sein de l'Académie médicale du jeûne, on a retrouvé, des dictionnaires et des ouvrages médicaux du XVIIe ou du XVIIIe siècle, où il est clairement écrit que quand on est, atteint, d'une des maladies infectieuses qui étaient, terrible dans ces époques-là, puisque c'était les principales causes de mortalité, en dehors des guerres et des étripages divers. On voit que les médecins de l'époque étaient relativement démunis, en dehors de la saignée, du clistère et des bonnes paroles, eh bien, savaient que le fait de observer une diète hydrique la plupart du temps, c'est-à-dire qu'on avait bien compris qu'il fallait boire, il fallait s'hydrater, mais de ne pas mettre en route le système digestif qui consomme de l'énergie, qui est en soi une dépense d'énergie. Lorsqu'on est souffrant, eh bien, c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose qui va dans le bon sens.
L'histoire de l'énergie, c'est quelque chose qui a été très, utilisé notamment par les industriels de l'agroalimentaire, hein. On sait que les recommandations de petit déjeuner avec les céréales et le jus d'orange, c'est quelque chose qui a été, énormément promu, notamment à partir des États-Unis, dans les années 50, mais que ces recommandations-là, elles viennent d'une commission dans laquelle, d'une part, siégeait un monsieur qui s'appelait monsieur Kellogg, ce qui explique pas mal de choses, et d'autre part, où ils avaient un énorme problème de surproduction d'oranges en Floride et il fallait absolument qu'ils trouvent un moyen d'utiliser ces oranges. Donc on a mis en avant la vitamine C, on a mis en avant, le côté fruits, mais en fait, on sait maintenant qu'il vaut mieux manger une orange que d'en boire le jus et que la consommation de jus de fruits, c'est récréatif, mais sur le plan nutritionnel, c'est une hérésie. Si la nature nous propose des fruits, c'est bien parce que, d'une part, ils sont protégés par, leur peau et d'autre part parce que cet assemblage d'une petite quantité de sucre où il y a une part de fructose qui est, importante. Le fructose, il est métabolisé de façon un peu différente du glucose et il est associé à des fibres. Donc l'absorption, des sucres naturels d'un fruit se fait de façon ralentie et puis on n'avale pas l'orange en 2 gorgées. Il faut mâcher, il faut mastiquer. En fait, ces petites choses que la médecine conventionnelle a tendance à oublier, l'importance de la manière dont on mange, du rythme avec lequel on mange et évidemment de ce qu'on mange ou de ce qu'on ne mange pas. Et ça, c'est quelque chose qui commence à se mettre de plus en plus, qui est de plus en plus apparent compte tenu de l'évolution industrielle de ce qu'on nous propose comme nourriture. Ouais. Et donc, selon toi, quelles sont les différentes manières justement d'arrêter de manger? Il y a plusieurs types de jeûnes. Alors, il y a plusieurs façons on va dire, de faire une pause, d'observer un repos digestif. La plus simple, qui est accessible vraiment, sans restriction ou presque, parce que les contre-indications sont extrêmement rares, c'est ce qu'on appelle le jeûne intermittent. Ça consiste tout simplement à allonger la période naturelle pendant laquelle on ne mange pas, qui est la période normalement de la nuit. La nuit, on se repose, on a une température qui va baisser un petit peu, on a tout notre métabolisme qui va se ralentir, le rythme cardiaque, la pression artérielle, etc. Et c'est aussi, une fois la digestion du dîner terminée, c'est une période de repos. Donc, cette période, si on peut l'allonger un petit peu, on va dire que si on arrive à faire une douzaine d'heures, c'est déjà le minimum pour la santé en routine. Ça n'empêche pas que quelquefois, on se couche plus tard parce qu'il y a une fête, parce qu'il y a une occasion particulière. Mais la routine, c'est-à-dire l'habitude en termes d'hygiène de vie, 12 heures entre le dernier repas d'une journée et le premier repas du lendemain. Rien que ça, déjà, c'est quelque chose qui est pas forcément, heu, une habitude, pour chacun de nous. Et si on peut allonger un petit peu cette période de repos digestif et de repos métabolique, eh bien, on a des études maintenant, qui sont nombreuses, qui sont, dans des populations différentes, qui comprennent des effectifs suffisamment importants pour que on puisse affirmer que c'est quelque chose qui est favorable à la santé, favorable à la baisse du risque cardiovasculaire, favorable à la prévention des maladies neurodégénératives, favorable à l'équilibre métabolique. Comment est-ce qu'on fait pour allonger? Ben, la simplicité, elle est, énorme. Soit on recule ou on s'abstient, de prendre un petit déjeuner, ou on recule l'horaire, soit on avance l'horaire du dîner, c'est-à-dire on va dîner tôt de façon à ce qu'à 18 heures ou 18h30 ça soit terminé et qu'on commence à rentrer dans la première période qui est la digestion, puis le vrai repos, digestif et métabolique. Et si ça peut faire partie, d'une hygiène de vie, on est certain, on peut affirmer sur le plan médical que c'est quelque chose qui est bon pour la santé. Après,
on partage au sein de l'espèce humaine beaucoup de points communs, mais on a aussi nos particularités, notre histoire, nos habitudes, et cetera. Donc le changement est toujours quelque chose qui est un peu compliqué, d'une part, et d'autre part, il y a des rythmes alimentaires qui vont mieux convenir à certains qu'à d'autres. Donc, c'est à chacun de trouver ce qui lui va bien, ce qui apporte de façon très claire une sensation d'être moins fatigué, d'avoir l'esprit plus clair, de se sentir mieux dans son corps et dans son esprit. D'accord. Est-ce que, tout le monde a besoin du jeûne? Est-ce que tout le monde devrait le pratiquer? Est-ce que, il y a différents, types de personnes Mm. qui pourraient bénéficier du jeûne? Alors, on va dire que un des défauts de nos systèmes de santé, c'est que la prévention est totalement laissée de côté. Quoi qu'on dise, hein, à part les petits bandeaux en bas des affiches publicitaires où on dit: «Ne mangez pas trop gras, trop sucré, trop salé», qui est quand même une belle hypocrisie quand vous avez un énorme pot de Nutella en 4 par 3 sur une affiche, que, en dehors de l'autre slogan qui est: «Manger, bouger», hein, parce qu'évidemment, on parle d'alimentation là ou d'absence d'alimentation, mais on sait très bien que l'exercice physique fait partie de nos obligations. Donc, heu, en ce qui concerne, le fait de jeûner, on va dire que en règle générale, pour la plupart d'entre nous, c'est quelque chose qui fa a tendance à faire du bien. Il y a des exceptions. Je disais tout à l'heure qu'évidemment, on n'est pas tous faits, sur le même modèle exactement. On sait par exemple que on hérite d'un patrimoine génétique de nos parents, mais les découvertes les plus récentes, notamment en épigénétique, montrent que l'expression de notre patrimoine génétique va dépendre de mécanismes moléculaires qui s'appellent la méthylation, des choses comme ça, mais surtout en fait de notre environnement. C'est-à-dire que la manière dont on vit, que les horaires de repos, qu'on observe ce qu'on mange ou ce qu'on mange pas, ce qu'on fume ou qu'on fume pas, l'exercice qu'on pratique plus ou moins régulièrement, tout ça va conditionner non seulement notre santé dans l'absolu, ça on le sait, mais aussi l'expression de nos gènes. Et donc, c'est quand même, d'une part assez rassurant, c'est-à-dire qu'on a quand même une prise importante, à condition de s'y intéresser et d'y faire un peu attention. On a une prise sur notre état de santé et en fait, c'est ce qui amène au développement de ce qu'on appelle la médecine intégrative ou de la santé intégrative, ce qui est un petit peu différent. C'est-à-dire, il y a beaucoup de moyens d'entretenir ou de restaurer sa santé. Donc, pour revenir au repos alimentaire, j'aurais envie de dire que le jeûne s'intègre dans un ensemble de mesures pour entretenir ou restaurer sa santé, qu'on va appeler grosso modo la restriction alimentaire. Ça, c'est simplement une adaptation, pour dire les choses de façon un peu globale, c'est une adaptation à nos nouvelles conditions de vie. C'est-à-dire que l'espèce humaine, depuis, on va dire, un siècle et demi ou 2 siècles, est passée, au travers des progrès, technologiques, et de production, de nourriture, on est passé d'une activité physique qui a été divisée par 2 et d'une alimentation qui a été multipliée par 3 par rapport à nos ancêtres. Alors on objectera justement qu'il y a 2 siècles, l'espérance de vie était nettement plus courte. Faut pas oublier que, on ne meurt plus des mêmes choses, hein. Maintenant, c'est plutôt des maladies chroniques non transmissibles qui sont source de mortalité, alors qu'il y a 2 siècles, c'était, des grandes épidémies qui ratissaient la moitié de la population. On avait des épidémies de peste, de choléra ou d'autres maladies qui fauchaient les gens, qui étaient en règle générale pour une partie d'entre eux dénutris. Évidemment, on ne parle pas des sujets de la cour royale qui faisaient des repas, on sait, très très plantureux. Eux, ils souffraient de la goutte. La goutte, on en voit chez nous, ça existe encore. Par contre, des dénutritions, à part dans des pays où c'est associé à des problèmes économiques ou des famines
ou des confiscations des moyens de financiers ou de nourriture par certains militaires. Bon, la plupart du temps, on est, nous, dans des situations où on a une nourriture qui est surabondante et des moyens de communication ou de déplacement qui évitent beaucoup d'activité physique. Ouais. Notre environnement a tellement changé rapidement que notre Voilà, on corps n'a n'est pas eu le plus temps de habitué. s'adapter, en fait. Oui. L'espèce humaine, ça demande des centaines ou des milliers de générations pour que, des adaptations se fassent et là, ça on est un peu pris de court par nos propres succès, technologiques. Ouais, on est fait pour survivre à des famines C'est et ça. là, on est dans un environnement d'hyperabondance. C'est un des arguments du jeûne, c'est-à-dire que en fait, nos ancêtres, nos aïeux ont été habitués à traverser de façon, par contre, tout à fait involontaire, mais ils ont été habitués à traverser des périodes où la nourriture était rare ou inexistante et ou bien ils se sont petit à petit adaptés, c'est-à-dire qu'ils ont, heu, développé de façon qui peut paraître un peu paradoxale, ils ont développé leur capacité de stockage pour pouvoir traverser des périodes sans nourriture, sans trop de dommages, en tout cas pour pouvoir survivre. Et puis de 2 choses l'une, hein, c'est comme l'histoire des dinosaures ou d'autres espèces, aujourd'hui disparues, ou bien ils se sont adaptés et ils ont eu des descendants et nous descendons, nous, de ces gens qui se sont adaptés, soit ils ont disparu et ils sont morts et donc on peut pas avoir hérité de ce patrimoine génétique. Oui, ça c'est la sélection naturelle. Voilà. Hem, OK. Au niveau du jeûne, Mmh. est-ce qu'il y en a un type qui est plus efficace que d'autres ou qui est adapté à une situation particulière? Mmh. Alors, on parlait tout à l'heure du jeûne intermittent, on a parlé du jeûne intermittent. Hem, la différence que nous avons entre individus fait qu'on ne peut pas tirer de règles générales. Disons que, ce jeûne intermittent qui consiste à allonger la période de repos digestif, va être en général favorable à la santé. Donc évidemment, on va s'attaquer peut-être en premier à ce qu'on appelle le syndrome métabolique, c'est-à-dire l'association surpoids, hypertension artérielle, dyslipidémie et risque, cardiovasculaire et surtout diabète ou résistance à l'insuline pour le moins. Donc, si on veut aller un petit peu plus loin, on va prolonger la période du jeûne et puis on va rentrer dans toute la panoplie possible de cette pause alimentaire qui va pouvoir durer plus ou moins longtemps, qui va pouvoir être répétée plus ou moins euh, un nombre de fois plus ou moins grand. Je pense au jeûne alterné, c'est-à-dire avec des gens qui vont observer une journée complète de jeûne une fois par semaine, ou qui vont alterner une journée avec une alimentation extrêmement frugale, en dessous de 500 ou 600 kilocalories, donc le tiers de ce dont on a théoriquement besoin et une journée avec une alimentation plus normale. Il y a des gens qui vont associer ça à d'autres restrictions en termes de catégories d'aliments, qui vont être plus végétariens ou qui vont faire des, des choix alimentaires qui correspondent à leurs besoins à eux. Plus on allonge le jeûne, plus le nettoyage va être, on va dire, en profondeur. Et il est clair que quelqu'un qui est diabétique en surpoids, avec un risque cardiovasculaire important, il va avoir, sous réserve qu'il n'y ait pas de contre-indication, parce qu'il existe des contre-indications, il va avoir un intérêt à prolonger le jeûne. En théorie, la capacité d'un individu, homme ou femme, qui n'est pas en surpoids et qui a une constitution normale, en théorie, sa capacité de jeûner en s'hydratant et sans aucun danger pour la santé, c'est de l'ordre de 4 semaines. 4 D'accord, semaines c'est sans énorme. manger, quand vous dites ça, la plupart des gens, y compris les médecins, vont vous dire: «Mais non, c'est extrêmement dangereux, il y a des risques» et cetera.
Non, il n'y a aucun risque et on a beaucoup d'exemples de personnes qui ont jeûné longtemps et qui se sont fait du bien dans certaines indications, dans certaines circonstances. Le record du monde, alors là, c'est vraiment l'histoire de chasse, hein, c'est un Écossais qui a jeûné pendant plus d'un an sous surveillance médicale. Mais au départ, il faisait plus de 180 kilos et donc c'était vraiment quelqu'un qui était dans une obésité morbide qui commençait à lui poser des problèmes sérieux. Il était relativement jeune, je crois qu'il avait 24 ou 25 ans quand il a commencé. Et il a jeûné sous surveillance médicale, au départ dans un hôpital et ensuite chez lui avec des visites médicales régulières. Et donc, il a retrouvé un poids tout à fait raisonnable. C'est un Écossais qui s'appelait Angus, je ne me souviens plus de son nom de famille, et on trouve ça sur Internet, le record du monde de durée de jeûne. Bon, ça évidemment, c'est pas quelque chose qu'on peut recommander, mais c'est pour dire que on a un certain nombre d'arguments médicaux pour dire aujourd'hui en 2025 que sous réserve du respect de contre-indications et d'une pratique, on va dire, convenablement encadrée, en tout cas la première fois, le jeûne est quelque chose qui est sûr, sans danger et la plupart du temps bénéfique, pardon. Alors, une forme qui est particulièrement bien évaluée, c'est la méthode qui a été mise au point par un médecin allemand qui s'appelle Otto Buchinger, qui l'a expérimenté sur lui-même, je ne rentre pas dans les détails, qui consiste à associer un jeûne qui va être modéré, c'est pas un jeûne pur et dur, c'est-à-dire on a un petit jus de légumes et de fruits le matin et un bouillon de légumes qui apporte un petit peu de sel pour éviter la dégringolade de pression artérielle le soir. C'est associé à un exercice physique quotidien et le plus simple, c'est de marcher. Donc on fait de la randonnée pendant 2-3 heures dans la journée. Il s'est associé la plupart du temps à des activités de relaxation, de la gymnastique douce, du yoga, etc. Et ça dure une semaine. C'est ce qu'on appelle la méthode Buchinger, du nom du médecin qui l'a mise au point. Et c'est une méthode qui a été particulièrement bien évaluée et affinée depuis plus d'un siècle maintenant. C'est ce qui est pratiqué dans un certain nombre d'hôpitaux et de cliniques, notamment en Allemagne, où c'est quelque chose d'institutionnel et qui est même remboursé par l'assurance maladie locale. C'est-à-dire que des gens sur indication médicale vont aller faire des séjours de jeûne selon cette méthode pendant 1, 2, voire 3 semaines. D'accord. Quel est l'avantage de cette méthode? Est-ce que c'est de mieux supporter mentalement le jeûne parce qu'on continue à manger quelque chose? Est-ce Il y que a, oui, il y a un petit peu le côté confort. On peut déjà, comment dirais-je, écarter quelque chose qui est le fait qu'un jeûne d'une semaine ne va pas entraîner de carence. Alors, pas de carence en vitamines, peut-être éventuellement une petite carence en sel par rapport aux habitudes qu'on a. C'est-à-dire que si on a zéro apport en sel, comme pendant un jeûne, on va avoir naturellement une pression artérielle qui a tendance à baisser un peu, ce qui peut apporter une sensation artificielle de fatigue, je veux dire qui n'est due que à la baisse de la pression artérielle. Mais sinon, on ne va pas développer de carence en vitamines ou en minéraux, sauf si elles préexistent. Bon, ça peut faire l'objet d'un bilan médical pour s'en assurer, si on a un doute. L'avantage de cette méthode, c'est pour l'essentiel que c'est associé à une activité physique. Et c'est ce qui différencie cette méthode de ce qu'on appelle le jeûne hygiéniste ou le jeûne hydrique, où on ne boit que de l'eau et où on va rester allongé ou du moins ne pas se dépenser physiquement parce que la théorie qui prévaut dans ce type de pratique, c'est que on va consacrer toute son énergie à ce nettoyage intérieur. Donc, la méthode Buchinger qui associe un exercice physique
a cet avantage que quand on bouge, quand on a une activité physique, eh bien, on va augmenter le débit sanguin, non seulement dans les organes d'élimination, dans le foie qui travaille beaucoup pendant un jeûne, dans les reins et aussi dans le cerveau. Donc tout ça, on va dire, ça fait une espèce de rinçage qui va bien avec le nettoyage. On n'est pas des machines à laver, mais enfin, dans l'esprit, c'est ça. Et on s'est rendu compte avec l'expérience, parce que c'est quand même quelque chose qui maintenant est une pratique qui est plus que séculaire, on s'est rendu compte que c'est quelque chose qui rend le jeûne beaucoup plus confortable d'avoir cette activité et aussi cette attention à soi-même qu'on a la plupart du temps pas vraiment le temps de s'accorder. D'accord. Tu as utilisé plusieurs fois le terme de nettoyage. Oui, Je trouve que c'est un peu abstrait comme terme. ouais. Quand tu parles de ça, c'est pour désigner une baisse de la pression artérielle, une amélioration de paramètres glycémiques, etc. Non, il y a des mécanismes qui sont bien spécifiques, dont l'effet est connu depuis très très longtemps, mais dont l'explication au niveau biologique ou moléculaire est maintenant beaucoup plus affinée que par le passé. On a eu énormément ces 15 dernières années d'exploration de notre métabolisme pendant le jeûne. Alors évidemment chez des animaux pour commencer, mais aussi maintenant de façon solide chez les humains. Et le fait est que en 2016, le prix Nobel de médecine a été accordé à un chercheur japonais qui s'appelle Yoshinori Oshumi et qui travaillait avec son équipe depuis longtemps sur un mécanisme déjà un petit peu identifié qui s'appelle l'autophagie. Et l'autophagie, c'est, de manière vraiment raccourcie, c'est ce phénomène qui se produit lorsqu'une cellule est privée d'apport extérieur. Elle se met, on va dire, pour résumer, en mode protection, c'est-à-dire que la perméabilité de la paroi et la protection de son cytoplasme va être un petit peu renforcée. Il y a des récepteurs qui vont diminuer en nombre et surtout, il va se déclencher un mécanisme de nettoyage qui est intracellulaire. C'est-à-dire que tout ce qui est protéines ou organites cellulaires qui sont détériorés, des enzymes qui sont non fonctionnelles, des protéines dont la conformation spatiale est défectueuse. Tout ça, ça va être recyclé au travers d'un mécanisme qui fait intervenir des capsules, un peu comme des poubelles, et puis l'intervention de lysosome. Et on va utiliser la décomposition de ces produits défectueux pour fabriquer de l'énergie. C'est un mécanisme qui est clairement identifié, dont on connaît très clairement maintenant les mécanismes, qui vaut autant pour les cellules animales que pour les cellules végétales, et qui n'est pas propre aux jeunes, mais qui est déclenché par toutes les circonstances de stress cellulaire. C'est le cas dans les brûlures, c'est le cas dans les blessures et c'est le cas dans les infections graves. Ce mécanisme d'autophagie se met en route. On va dire que le jeûne est quand même une manière un peu plus confortable d'y arriver et qui est d'une efficacité absolument sidérante quand on sait que d'une part c'est automatique et d'autre part que c'est totalement sans danger. Et il y a un deuxième mécanisme qui est que comme on a une alimentation qui va être soit extrêmement drastiquement réduite, soit inexistante, il va falloir que le corps s'adapte et il va s'adapter de deux manières. La première, c'est en baissant son niveau de métabolisme de base. Donc tous les mécanismes métaboliques vont avoir tendance à se ralentir. Et surtout, une fois que la source habituelle d'énergie, qui est le glucose, hein, avec les mécanismes énergétiques qu'on connaît au sein des mitochondries, une fois que ce mécanisme qui est basé sur le glucose va être obligé de s'arrêter parce que le glucose diminue, eh bien, on va utiliser d'autres sources d'énergie et c'est là qu'interviennent nos réserves. Et nos réserves, c'est le tissu adipeux, c'est-à-dire ces vacuoles dans les cellules du tissu adipeux qui sont remplies de triglycérides.
Ces triglycérides vont être mis en circulation, vont être décomposés en glycérol et en acides gras. Les acides gras peuvent servir de source d'énergie directement pour certains d'entre eux aux cellules, notamment les cellules musculaires, mais ils peuvent aussi être condensés en corps cétoniques. Et ces corps cétoniques sont une source d'énergie. C'est un petit peu comme les carburants spéciaux qu'on utilise dans les courses automobiles en Formule 1. C'est vraiment quelque chose qui est particulièrement performant et fait beaucoup moins de déchets en termes de radicaux oxydants que le glucose. Et c'est une source d'énergie que les neurones adorent. C'est pour ça qu'on a, quand on jeûne de manière un petit peu prolongée, on n'a pas d'hallucination, on n'a pas une transformation, on n'est pas sous emprise, mais on se sent à la fois serein, on n'a pas faim et on a une clarté d'esprit et comment dirais-je, un fonctionnement intellectuel qui est particulier et finalement assez agréable. Et donc, c'est pour ça que la plupart des gens qui font cette expérience en allant un peu au-delà de leur on va dire, idées préconçues, eh bien, quand ils ont fait une fois un jeûne, eh bien, ils recommencent parce que c'est quelque chose qui vraiment apporte un bénéfice qui est clair, qui est vraiment flagrant. Donc, cette bascule énergétique qui se fait progressivement, ce nettoyage cellulaire, c'est de ça qu'on parle. Alors, il y a un petit à côté, on va dire un petit effet indésirable, c'est que quand on mobilise les réserves de tissus graisseux, la plupart du temps, on va, selon le mode de vie qu'on a eu auparavant, on va aussi mobiliser certaines toxines, et des toxines qui sont la plupart du temps liposolubles, qui sont stockées avec les triglycérides dans le tissu adipeux. Et ça peut être quelquefois un petit peu inconfortable, un peu désagréable, d'où l'intérêt d'un accompagnement avec quelqu'un qui sait ce qui peut se passer dans certaines circonstances. Et la nécessité aussi d'avoir un foie qui fonctionne bien parce que c'est lui qui va s'occuper de rendre ces toxines qui sont mises en circulation, il va falloir qu'il les rende hydrosolubles pour qu'elles puissent être éliminées, soit par la respiration, soit par les reins, puisqu'il n'y a pratiquement plus de transit digestif quand on jeûne de manière prolongée. Donc tous ces paramètres-là, on a vraiment, j'ai envie de dire, plutôt des milliers que des centaines d'études publiées dans des revues médicales, scientifiques, sérieuses. Je parle de revues comme Nature, comme Cell, comme le Lancet, le JAMA, etc. C'est vraiment des choses qui maintenant commencent à être vraiment clairement identifiées, non seulement dans leur effet, mais aussi dans leur mécanisme. Et c'est pour ça que l'Académie médicale du jeûne à laquelle j'appartiens, on a pour objectif premier, sinon principal, de transmettre cette information au corps médical parce qu'il y a là quelque chose d'extraordinairement intéressant, de simple, de peu coûteux finalement, puisque on n'économise pas seulement de l'argent, mais aussi du temps. Hein. Des journées de jeûne, ce sont des journées qui sont remplies d'une disponibilité extraordinaire et avec des bénéfices pour la santé qui étaient connus et qui sont maintenant explicités. Tu nous as parlé un petit peu de l'Académie médicale du jeûne. J'ai appris que à Oui. travers celle-ci, tu as organisé des événements comme une marche de 100 km en jeûne de Buchinger. Avant même de parler de ce genre d'événement, est-ce que tu pourrais nous retracer l'histoire de la création de l'Académie? Alors ça, c'est une fois que l'Académie médicale du jeûne a été constituée. Donc moi, comme la plupart des médecins, j'ai fait mes études à la faculté et puis après, j'ai fait des remplacements et puis après, je me suis installé, on va dire les parcours relativement classiques, à ceci près que je me suis rendu compte assez rapidement qu'il y avait un certain nombre de problèmes de santé, de problèmes médicaux auxquels j'étais confronté et auxquels je n'avais pas du tout été préparé parce que la formation, elle est hospitalière. Alors, on ne va pas rentrer dans les grandes théories, mais enfin,
Tu connais le carré de White, hein, avec cette histoire des problèmes de santé où il y a grosso modo 1% des problèmes de santé qui sont vus à l'hôpital, des problèmes de santé qui arrivent dans une population donnée, et tout le reste, bah, ça se passe en dehors de l'hôpital. Et donc, quand on sort de la formation théorique, on est quelquefois un petit peu démuni. Euh, J'avais expliqué un jour à un professeur qui m'avait souri en disant c'est pas faux. Je lui avais dit en fait quand on a soutenu sa thèse et qu'on part dans la nature pour soigner les gens en médecine générale, on sait parfaitement prendre en charge une hémorragie digestive cataclysmique, mais par contre face à une verrue plantaire, on est un peu démuni. Or, on voit plus de verrues plantaires que d'hémorragies digestives, Dieu merci. Et c'est ça la difficulté de la formation initiale. Donc, une réflexion qu'ont la plupart des médecins, sauf quand on est complètement le nez sur le guidon, mais on se dit, ben, on est finalement relativement et modestement efficace, hein, sur les problèmes de santé. Il faudrait qu'on ait plus de temps pour faire de la prévention, etc. La nutrition, moi j'étais pas forcément un étudiant modèle, mais j'en garde un souvenir extrêmement réduit de la formation en nutrition au cours des études médicales. Très vite, on arrive au traitement médicamenteux. C'est peut-être pas un hasard non plus si on y arrive très très vite et que une fois évacuer la première ligne de la question d'internat avec les règles hygiéno-diététiques qu'il ne faut pas oublier de citer, mais enfin, bon, on passe très vite au traitement médicamenteux ou aux autres techniques de soins, c'est quelque chose qui m'a vite posé question. Et comme tout médecin formé à la faculté, eh bien, c'était compliqué. Parce qu'on a été sensibilisé à la dénutrition, comment dirais-je, au fait que bah, il faut manger, et puis si on ne mange pas, on n'a pas d'énergie, et puis c'est quelque chose qui en plus est renforcé sur le plan de nos activités sociétales, on va dire. Depuis tout petit, les gens qui nous servent de référence, nos parents, notre maman nous a dit: «Mais si, il faut manger, tu peux pas partir à l'école sans manger». Si, si, on peut, on peut parfaitement, mais c'est quelque chose qui n'est pas dans les esprits. Donc, cet intérêt, ces questions qu'on se posait avec un certain nombre de collègues et avec mon épouse, qui a été probablement moteur dans la genèse de l'Académie médicale du jeune, eh bien, on a décidé d'une part de se renseigner, de voir qu'il y avait quand même une littérature assez importante, et puis on est allé participer à un congrès en Allemagne, qui était un congrès international organisé par la Société allemande des médecins du jeûne thérapeutique et de la nutrition. Je te passe l'appellation en allemand, Oui. dont je ne garantis pas la prononciation en plus. C'est là qu'on s'est dit, mais c'est incroyable parce qu'il y a une recherche et une avancée scientifique dans la connaissance de cette technique de soins qui est extraordinaire. Puis alors vraiment, en France, on est les derniers de la cohorte, quoi. Vraiment, on n'en parle jamais, c'est considéré comme une activité de charlatan, une activité sectaire. Nos institutions nous mettent en garde en disant, oh là là, attention, quand on voit les publications, par exemple, une publication récente qui va avoir 2 ans, qui est faite par le Conseil national de l'ordre des médecins sur les pratiques de soins non conventionnels. Eh bien, il cite le jeûne thérapeutique en disant mais c'est quelque chose qui est dangereux, il y a un risque de fibrose hépatique, il y a un risque de trouble du rythme cardiaque, il y a un risque de carence en calcium ou je sais pas quoi, ou d'ostéoporose. On a envie de leur dire sur quelles études est-ce que vous affirmez ce genre de choses? Comment est-ce que vous pouvez dire qu'il y a un risque de fibrose hépatique? Quelles études montrent ça? Que vous avez des exemples. Et en fait, on a même eu l'occasion d'en échanger avec des confrères du Conseil national de l'ordre. Et en fait, ils disaient, ben non, en fait, ils sont un petit peu en porte-à-faux parce qu'on s'est rendu compte que l'opposition, elle est plutôt de principe que scientifique. Et en ce sens,
À partir du 25 janvier et en rediffusion, il y a un documentaire qui est diffusé sur la chaîne Arte qui s'appelle Jeune enquête sur un phénomène, qui est un tour du monde, on va dire, de ce qui se fait en termes de recherche scientifique sur l'activité de repos alimentaire, de restriction calorique, de jeûne intermittent, enfin bref, quand est-ce qu'on s'arrête de manger? En 2 mots, en plusieurs mots plutôt. Quand est-ce qu'on s'arrête de manger et qu'on laisse se reposer notre organisme et notre système digestif? C'est quelque chose, on va dire, qui est porté par les gens qui s'y sont essayés, et puis notamment une catégorie un peu particulière qui par ailleurs suscite beaucoup l'admiration, les sportifs. Ils ont bien compris, les gens qui pratiquent un sport, ils ont bien compris que quand on va faire un exercice, c'est souvent mieux d'être à jeun parce qu'on a des performances qui sont plus intéressantes. C'est-à-dire en fait qu'on ne superpose pas un travail digestif et un travail musculaire. Ça ne va pas ensemble. On alterne. Et même quand on n'a pas mangé depuis plusieurs jours, il s'avère que on a quelquefois des performances qui, de manière un petit peu contre-intuitive, sont plus importantes que lorsqu'on se nourrit habituellement. Yannick Noah a été un de ceux qui ont illustré beaucoup, puisque dans sa préparation sportive, il utilisait des périodes de jeûne pour justement se préparer à des compétitions. Évidemment, on ne fait pas ça la veille d'une compétition. Oui. Bon, en tout cas, c'est très intéressant d'avoir parlé de ce reportage que je mettrai pour nos auditeurs Ouais. en description du podcast. Et il y a eu ce livre, pardon de t'interrompre, il y a eu ce livre qui est une réédition du bouquin qui a été fait il y a une douzaine d'années, dont la lecture est à recommander à tous les soignants, qui explique une des évolutions de la médecine occidentale, on va dire un peu trop envahie par des intérêts industriels et économiques, et qui explique de façon détaillée comment est-ce que les recherches scientifiques ont été menées dans différents pays, aux États-Unis, en Russie, en Allemagne, pour parler de nos voisins les plus proches. Et on a eu le plaisir, il n'y a pas très très longtemps, d'être contacté par un gouvernement qui a décidé d'inclure le jeûne à visée préventive dans sa politique de santé publique. C'est paru au journal officiel de ce pays. Et là, quand on a reçu ça, on a dit, mais c'est extraordinaire, il y a des gens qui ont compris l'intérêt de la chose au-delà des chapelles médicales ou autres. Ce gouvernement, c'est le gouvernement de la Polynésie française. Et eux, ils sont particulièrement dévastés par des problèmes de surpoids, de syndrome métabolique, de diabète, etc., avec toutes les complications qu'on connaît. Et donc, on va dire comme souvent, bah, c'est un impératif économique parce que leur système de santé va s'écrouler s'ils continuent sur le même mode, avec des particularités locales qui fait que vraiment il y a une proportion de gens en surpoids et diabétiques qui est sans commune mesure avec leurs origines en tout cas. D'accord. Donc le livre Le jeûne, une nouvelle voie thérapeutique Une nouvelle voie thérapeutique, qui est ouais. intéressant. Euh, Très intéressant. Et puis on dit dans un livre qui fait 400 pages, c'est pas pour dégoûter les gens, hein, mais non, oui c'est ça. À peu près 400 pages, on dit beaucoup plus de choses que dans un documentaire qui dure 59 minutes. Je vous encourage quand même à le regarder hein, sur la chaîne Arte. Alors ça s'appelle Jeune enquête sur un phénomène et ça fait le pendant du premier documentaire qui a été fait il y a 12 ans et qui s'appelait Jeune, une nouvelle thérapie et qui déjà avait suscité beaucoup l'intérêt, notamment dans notre pays. Il y a une différence qui est inexplicable entre l'Allemagne et la France.
l'Allemagne où ils ont, comment dirais-je? Ils ont les mêmes problèmes de santé que chez nous, ils ont les mêmes, formations sur le plan, médical. Il y a des échanges, très, très courants dans toutes les disciplines médicales, on va dire, dans le monde entier. Et puis la France, sur ce point précis, de la nutrition et de, du repos alimentaire, pour parler d'une façon, peu choquante du jeûne, on n'a pas du tout la même, vision et on n'a pas beaucoup d'hypothèses solides pour expliquer ça. Pourquoi est-ce que dans notre pays, il y a cette réticence, notamment de la part du corps médical? C'est en train de changer puisque ce sont les patients qui vont poser des questions à leur médecin en disant: «Mais voilà, j'ai ma cousine qui a fait ça et alors elle trouve que ça lui a fait beaucoup de bien et elle avait avant des douleurs d'arthrose et maintenant elle en a plus j'ai entendu parler de quelqu'un qui avait un diabète, alors pas un diabète de type 1 mais, un diabète de type 2 et qui maintenant, il a plus besoin de prendre du traitement, il a perdu du poids et cetera». Il y a des conséquences sur le long terme qu'on connaît encore pas bien, bien, parce qu'on manque un petit peu d'études, de recul, par faute de financement, hein, bien sûr, et des résultats qui restent encore à évaluer, à quantifier. Mais il y a d'une part l'effet, à proprement parler métabolique du jeûne et puis il y a aussi une prise de conscience qui, à mon sens, fait partie des bénéfices principaux du jeûne. Cette prise de conscience qu'on peut temporairement ne pas manger sans en souffrir aucunement. C'est-à-dire, on se dit quelquefois: «Ben, faut que je mange, j'ai pas mangé depuis midi, on est le soir, il y a des trucs qui sont fermés, il y a juste un distributeur là qui va distribuer des barres de chocolat et des chips». Eh bien, il y a certaines circonstances où il est nettement préférable de ne pas manger, sans aucun dommage, au contraire, plutôt que de manger n'importe quoi. Et ça, c'est un des bénéfices du jeûne, clairement. Bon, en tout cas, il est clair qu'en France, c'est pas encore assez poussé. Et à Ouais. titre personnel, comment tu as découvert le jeûne? Alors, à titre personnel, c'est comme souvent une histoire familiale. C'est que j'ai une fille qui a été atteinte d'un lymphome et qui a dû subir une chimiothérapie qu'elle avait beaucoup de mal à supporter. Elle avait 24 ans et quand, on a parlé, aux oncologues, aux hématologues de cette difficulté, à résister au traitement qui était quelque chose d'assez énergique, eh bien, ils nous ont dit, un jeune médecin, du service nous a dit: «Ben, ce que vous pouvez peut-être essayer, c'est, d'observer, un jeûne, une diète, la veille du jour de la chimiothérapie et le jour de la chimiothérapie. Pour certaines personnes, nous disait-il, ça peut améliorer la tolérance de ce traitement». À l'époque, on n'était pas du tout prêt à entendre ça, mais ça nous est resté dans un coin de la tête. Dieu merci, notre fille a été soignée et considérée comme guérie. Elle a même eu un petit bébé il y a pas longtemps. Mais ça nous a amené à nous intéresser. D'une part parce que, c'était, un peu inhabituel comme, conseil et d'autre part parce que ça nous a quand même bien secoués en tant que parents et que donc, ben, on s'est dit que ça pouvait peut-être nous faire du bien aussi, de prendre un petit peu de recul par rapport à nos habitudes et d'expérimenter ça. Donc avec mon épouse, on s'est dit: «Ben, on va essayer de faire un séjour dans un centre qui est professionnel de ce type d'accompagnement. Et puis c'est très simple, hein, si ils se mettent à faire des incantations en toge sous la lune le soir, bah on s'en va. Et puis, et puis si on a faim, on s'en va aussi. On rentre pas dans une prison. Donc on s'est inscrit et on a été, mais là vraiment bluffé par la facilité avec laquelle on peut ne pas manger pendant une semaine entière. Il y a eu une préparation avant, c'est-à-dire qu'on fait une descente alimentaire. Il y a une reprise qui est aussi prudente, hein. On sort pas, au McDo quand on sort d'une semaine de jeûne. Ça pourrait même être dangereux, on va dire relativement, mais c'est un syndrome que connaissent bien les réanimateurs, qui s'appelle le syndrome de renutrition inappropriée
Il faut être prudent quand on reprend après un jeûne prolongé, mais on en a ressenti un bénéfice extraordinaire. Et à nos âges, c'est quelque chose qui est très, très intéressant. C'est un des effets, agréables du jeûne, c'est qu'on a vraiment l'impression de rajeunir, sans jeu de mots. D'accord. Donc aujourd'hui, quel type de jeûne tu pratiques et à quelle fréquence? Alors en général 2 fois par an, en général 1 semaine de jeûne selon, la méthode dite de Buchinger. C'est-à-dire, avec un petit jus de légumes et un petit bouillon, le soir pour apporter un tout petit peu de minéraux et puis pour le plaisir de partager. Il y a un effet de groupe aussi et en me plaçant de l'autre côté maintenant de cet accompagnement de ces jours de jeûne, on se rend compte que une semaine avec des gens qui viennent volontairement pour participer à ce qui est quelquefois une première expérience, mais de plus en plus un renouvellement de, on va dire, de traitement. On a des gens qui sont volontaires, qui sont proactifs et qui sont avec une disponibilité, ce qui est une occasion d'éducation thérapeutique et nutritionnelle qui est fabuleuse, qu'on rencontre jamais dans aucune circonstance des soins de notre système de santé. On n'a pas une consultation qui, même si elle se prolonge pendant une demi-heure, bah, va être une fois, puis on revoit le patient 1 mois, 2 mois après. On redit certaines choses, mais bon, c'est sans commune mesure avec 1 semaine où les gens sont intéressés et ont, cerise sur le gâteau, cette petite ouverture, disponibilité d'esprit qui est favorisée par le nouveau métabolisme des neurones avec les corps cétoniques, qui est, je le répète, pas une transformation de la personnalité ou une hallucination, mais qui donne cette sensation et cette efficacité qui a été évaluée aussi de fonctionnement cérébral beaucoup plus performant et donc beaucoup plus propice à un apprentissage. Et on sait de façon empirique, parce que ça n'a pas été étudié, mais on sait que les habitudes d'hygiène de vie et d'alimentation, une fois qu'on a fait un séjour de jeûne, elles changent. Et rien que ça, eh bien, la plupart du temps, c'est un point positif pour la santé. D'accord. Donc finalement, le jeûne, il est bénéfique sur le point de vue biologique, mais également Ouais. sur plusieurs Mm. plans, ça peut être bénéfique. C'est ça. Alors, quand on sait que, par exemple, avec cette pratique encadrée, quelquefois encadrée médicalement, hein, ce qui est balbutiant dans notre pays, parce qu'à côté de l'Allemagne, il est clair qu'on est très très en retard. Cette pratique, avec ou sans médecin, est quelque chose qui va permettre, par exemple, à un diabétique de type 2, qui a un peu un syndrome métabolique, progressivement, en changeant ses habitudes alimentaires, son hygiène de vie, de se passer quelquefois totalement de tout médicament antihypertenseur, antidiabétique, etc. Donc on imagine bien que du côté de l'industrie pharmaceutique, ils ne voient pas ça d'un très bon œil. Parce que tant que c'est l'affaire de quelques fondus dans mon genre qui accompagnent des patients et qui s'en trouvent bien, bon, c'est tout à fait anecdotique en termes de chiffre d'affaires. Mais si jamais ça prend de l'ampleur, alors là, on va avoir beaucoup d'objections avec leurs moyens qui sont relativement illimités financiers et puis bah, tous les stratagèmes de communication pour dire attention c'est dangereux, c'est des charlatans, il y a eu des gens qui sont morts en faisant ça, etc. Enfin bon, Mhm. c'est toujours en faisant ce genre d'attaque qu'on va démonter une technique ou une pratique. Ce qu'on pourrait faire avec la médecine conventionnelle, hein, parce qu'on peut prendre quelques exemples particulièrement scandaleux de gens qui abusent des petits garçons et des petites filles sous couleur de les soigner, de psychiatres qui font des abus sexuels ou d'autres soignants qui font des choses absolument scandaleuse, mais c'est pas pour ça qu'on va jeter toute la médecine conventionnelle non plus.
Il y a une complémentarité naturelle qui devrait s'établir dans les années qui viennent avec un minimum d'ouverture d'esprit. D'accord. Est-ce qu'il y a il y a certains médicaments dont des études ont été faites montrant un effet bénéfique du jeûne supérieur à celui du médicament? Au moins équivalent. D'accord, Au moins équivalent en termes de pression artérielle, par d'accord. exemple. Parce qu'on s'est rendu compte que les mécanismes d'adaptation, de réduction du métabolisme de base ont des effets qui sont tout à fait analogues à certains médicaments antihypertenseurs. Je pense notamment aux inhibiteurs de l'enzyme de conversion, où on s'est rendu compte que pendant le jeûne, les modifications métaboliques sont équivalentes à la prise d'un IEC. Bon, intéressant. On s'est rendu compte que pour le diabète, bon alors là, on va dire intuitivement, sortir en sortant un petit peu des notions, euh, comment dirais-je, médicales académiques. Le problème du diabète, c'est quoi? C'est le sucre. Si on réduit la part de sucre dans l'alimentation en prenant en compte que le sucre, c'est pas seulement les morceaux de sucre qu'on met dans son café, mais que c'est aussi tous les amidons, toutes les farines de céréales qui contiennent cet amidon qui est tellement vite décomposé en glucose que c'est équivalent. D'où la floraison des bouquins de diététique sur l'index glycémique, sur la charge glycémique, etc., qui a remplacé les sucres rapides et les sucres lents dont on parlait autrefois. C'est de façon très claire une manière de soigner le diabète qui est à la fois plus logique que d'essayer de modifier le métabolisme du glucose en freinant son absorption, en accélérant son élimination, en bloquant la réabsorption rénale, c'est le dernier truc, l'Ozempic. On donne des médicaments qui vont essayer de modifier le métabolisme, alors qu'en fait, si on change l'apport en glucose, eh ben, ça change tout. Et s'il n'y a plus de glucose, bon, c'est un peu utopique, mais s'il n'y a plus de glucose, ben, il n'y a plus de diabète. Mmh. Et on va dire: «Ah là là, mais sans glucose, le corps ne peut pas survivre». Si, si, tout à fait. Justement, le glucose, c'est une des seules molécules qui s'est synthétisée à partir d'autres molécules, notamment à partir de certains à partir des triglycérides, à partir du glycérol des triglycérides et à partir de certains acides aminés, il sait faire. Dans l'autre sens, c'est pas possible. Il y a certains acides aminés, on sait tous ça, qu'il y a des acides aminés indispensables, qu'il y a des acides gras, qu'il est compliqué de fabriquer en interne, qu'il y a des vitamines qu'on ne trouve que dans les matières grasses. Et donc, on va arriver à des notions nouvelles en termes de nutrition qui sont intéressantes aussi, hein. Ça veut dire, bon, on va peut-être arrêter de diaboliser un peu le cholestérol, comme ça a été fait pour des raisons économiques, et qu'on va s'intéresser un petit peu plus à l'omniprésence du glucose dans nos alimentations, parce que ça flatte notre goût, parce que ça fait vendre, et que malheureusement, c'est presque à considérer comme plutôt un poison qu'une source d'énergie. Et là, on est frontalement opposé à des grosses boîtes comme Coca-Cola ou Ferrero, parce que c'est leur source de revenus. Finalement, le jeûne, c'est quand même assez simple, hein. Il suffit juste d'arrêter de manger. On revient à des pratiques, qu'on faisait avant. Par exemple, pour le diabète, initialement, c'était le seul moyen de traitement dont on avait, pour traiter les patients. Je trouve que c'est quand même, C'est très juste et c'est presque trop simple ou trop beau. Je dirais pour conclure que, un des écueils du jeûne, c'est que les gens qui ont fait cette expérience, je parle d'un jeûne d'une semaine, selon la technique de Boehringer qu'on a, évoquée. Les gens qui sortent et qui voient des proches, des amis, des conjoints, de la famille, ils sont tellement enthousiastes, ils disent tellement de bien de ce qu'ils viennent de vivre et des conséquences qu'ils en retirent, que ça soulève un espèce de doute auprès de leurs interlocuteurs. Je dis: «Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait fumer? Tu été avec un gourou?» «Non, non, pas du tout, on a partagé, c'était formidable» et cetera. Donc cet enthousiasme est quelquefois un peu contre-productif. ouais, intéressant. Bon, je pense qu'on va pouvoir conclure. J'ai juste une dernière question à te poser, une Mmh. question générale sur le podcast, que je Mmh. poserai à tous, les intervenants.
En Mmh. dehors du thème de cet épisode, est-ce que tu Mmh. trouves qu'il existe un sujet qui souffre d'un manque de nuances? Bah, la nutrition, ça, c'est clair. La nutrition, simplement parce que, la les informations, c'est un petit peu comme la santé en général. Ce sont des sujets qui intéressent, de manière totalement universelle chacun de nous, soit pour notre propre santé, soit pour la santé d'un proche, d'un parent, d'un enfant, et cetera. Donc quand on parle d'un, sujet d'intérêt, on parle forcément de marché et le marché de la santé ou le marché de la nutrition est quelque chose qui est immense. On ne parle pas seulement des gens qui vont, faire pousser des pommiers et vendre des pommes et qui donc vont dire: «Mais, la pomme, c'est un aliment extraordinaire, c'est plein de vitamines, il y a du magnésium, il y a» enfin bon, tout le baratin qu'on nous sert habituellement et qui vaut pour tout. C'est-à-dire que les gens qui vendent du chocolat vont vous dire, ben, il y a dedans, des minéraux, des choses intéressantes pour la nutrition. Les gens qui, cultivent du maïs vont dire la même chose et les gens, qui, vendent des compléments alimentaires à base d'algues vont évidemment dire aussi la même chose. Donc, c'est pas peut-être une question de nuance, c'est une question d'abondance d'informations qui est tellement envahie par des conflits d'intérêts économiques que c'est très difficile pour chacun de nous de s'y retrouver. Et évidemment, sur le plan des traitements médicamenteux, on sait que, la médecine conventionnelle, elle est quand même, assez étroitement, sous la dépendance des fabricants de ces, traitements médicamenteux. On a croisé quelques scandales. C'est pareil, ça ne veut pas dire qu'il faut jeter toute l'industrie pharmaceutique en enfer, mais il faut bien avoir conscience que leur objectif n'est pas la santé humaine. L'objectif, il est de rémunérer leurs actionnaires et de démultiplier leurs profits. Bon. Donc, cette abondance d'informations fait que c'est très difficile pour chacun de nous de s'y retrouver. Et en ce sens, je trouvais que le jeune avait cet intérêt d'être absolument, exempt de conflits d'intérêts. Certes, il y a des gens qui vont en faire la promotion parce qu'ils en vivent, ils organisent des séjours de jeunes et donc, c'est leur source de revenus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a là un intérêt qui va bien au-delà, des d'intérêts économiques et même qui finalement n'est pas un moyen de gagner beaucoup d'argent. Donc ça enlève ce travers, habituel des informations concernant la santé ou la nutrition. Comme tu l'as dit il y a quelques instants, c'est simple, mais c'est tellement simple que c'est presque trop beau, quoi. Comment est-ce qu'on peut, simplement en ne faisant pas quelque chose, plutôt que d'ajouter, on retire et ça fait du bien et c'est favorable à la santé. Donc, on a presque envie de dire: «Mais c'est un peu trop merveilleux, la mariée, elle est trop belle là» et pourtant, c'est vrai. Juste, pour ajouter une dernière chose, pour tous les soignants qui souhaitent aller un petit peu plus loin, on vous invite à visiter simplement le site de l'Académie médicale du jeune. On tape, hein, sur un moteur de recherche Académie médicale du jeune, on peut trouver très facilement. Notre site, il est en cours de refonte, donc si on y va, le 19 janvier, peut-être il sera pas complètement au point, mais d'ici la fin du mois de janvier, ça va être, complètement, refondu et c'est un moyen, d'une part, d'avoir des renseignements qui sont un petit peu, fondés, sourcés, sur le plan, médical et scientifique et c'est aussi, pour ceux que ça intéresse, un moyen de s'inscrire pour participer à une formation qui peut être théorique dans un premier temps, mais que j'invite, chaque soignant à aller plus loin en disant: «Ben, après tout, si vous ne connaissez pas, ça vaut le coup de vous-même vous inscrire à un séjour où on va associer la formation et la pratique d'un jeûne, selon Buchinger, pendant une semaine, ce qui va, vous permettre de vivre personnellement cette expérience et de pouvoir en parler ensuite en sachant de quoi vous parlez».
Étant donné que j'ai quelques étudiants sur mon podcast et moi-même je serais potentiellement intéressé, est-ce que ça Mmh. s'adresse aussi aux étudiants? Bien sûr, bien sûr. Et l'adhésion à l'Académie médicale du jeune, qui est une adhésion de soutien, elle est, à, la moitié du prix de la cotisation pour les étudiants ou pour les gens qui participent à une de nos formations. Voilà, vous êtes bienvenus. D'accord, parfait, merci. Très bien. Bon, on vous remercie sincèrement pour toutes ces connaissances, et cette expérience, Merci. et puis peut-être un prochain podcast. Oui, merci beaucoup. Tu es arrivé à la fin de cet épisode. Si tu souhaites aller plus loin, toutes les ressources comme les livres ou les films mentionnés pendant notre discussion sont disponibles en description. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à t'abonner et bien sûr à laisser une évaluation de 5 étoiles. Ton soutien est une grande source de motivation pour moi. Passe une bonne fin de journée et à bientôt.